Ici Calreco, Yannick Berger plutôt, ça y est, je me prends pour mon héros. Ici Yannick Berger sur Calreco et je vous souhaite le bonjour à chacune et à chacun. Vous êtes ici pour écouter ce dernier épisode des Plébéiens. Je dis le dernier car c'est au moins le dernier de la saison. On verra si on poursuit la saison prochaine. Les Plébéiens, donc, vous le savez, ce sont des rencontres que nous faisons avec des gens de la société civile pour parler de tout, du monde, de leur vision, de ce qu'il se passe en ce moment, et puis d'eux aussi, de manière peut-être des fois plus intime. Bref, les Plébéiens, dernier épisode, avec Stéphane aujourd'hui, enregistré à Lyon, toujours au studio Griffon, qu'on remercie au passage pour la mise à disposition des locaux. Stéphane qui, comme nos précédents invités, est venu nous parler de sa vision du monde dans l'état actuel de ses connaissances. Je vous propose qu'on aille vite, qu'on fasse les présentations tout de suite. Alors moi, je suis un enfant de la France-Afrique. Je suis né, j'ai grandi en Afrique subsaharienne, au début des années 70. Voilà, j'ai été en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, je suis passé au Zaïre aussi. Je dis de la France-Afrique parce que j'ai eu la chance, le privilège, je ne sais pas comment il faut formuler ça, d'être le fils d'un cadre dirigeant de très grandes entreprises multinationales, avec du pouvoir notamment, économique notamment, mais pas que, comment dire, moi, je vais le dire comme ça, parce que c'est ce que je pense. Donc, je vais le dire clairement, qui exploitent l'Afrique, et qui ont exploité l'Afrique depuis la décolonisation. Une décolonisation virtuelle, puisque le marché, enfin, les acteurs économiques et politiques ont continué. Donc voilà, moi, je suis un enfant de ça. J'ai grandi dans ce milieu où on croise les hommes d'affaires, les valises de billets, les valises de diamants, etc., etc., et les hommes d'affaires et les barbouzes, etc., donc de la France-Afrique. Voilà, j'ai grandi là-dedans. Et donc ça, c'est la racine première de mon positionnement, de ma vie. Aujourd'hui, je peux même rajouter que ce qui, ces dernières années, a été important pour moi, c'était dans ce travail de réflexion, de déconstruction, etc. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que pour moi, cet environnement, il est pas seulement violent, il est pas seulement, c'est pas seulement l'exploitation de l'Afrique, c'est pas seulement, c'est l'environnement dans lequel je vivais, et notamment paternel, coche toutes les cases, et quand je dis toutes, c'est vraiment toutes les cases, de ce qu'aujourd'hui on appelle la domination de l'homme blanc, etc. Donc du mâle blanc dominant. C'est-à-dire que les codes sociaux, culturels, économiques de cet environnement-là, c'est la violence, déjà. Donc c'est la violence par tous les moyens, c'est la violence physique, c'est la violence par l'argent, c'est la violence par les moyens militaires, c'est la violence par... Mais c'est aussi la violence vis-à-vis des faibles, vis-à-vis des femmes, etc. C'est-à-dire qu'on coche toutes les cases du mâle blanc dominant, qu'on appelle aujourd'hui cis, etc. Qui utilise tous les moyens, et pour qui tout est objet, et tout est à privatiser parce que c'est comme ça, et c'est la loi du plus fort. Donc voilà, moi je suis issu, je suis né, j'ai grandi dans cet environnement-là, qui, y compris, était violent, y compris sur le plan familial et personnel. Donc c'était des humiliations permanentes, de la violence physique,
comment je pourrais dire ça, tout y passait, c'est-à-dire que il fallait être fort, les femmes c'est des objets, les noirs c'est des nègres qui sont incapables de rien et qu'il faut mettre au pas. Alors c'était pas toujours formulé comme ça, mais en tout cas c'était la réalité du monde dans lequel je vivais. Donc voilà, donc je suis né là-dedans, j'ai grandi là-dedans, et je pense que vers l'âge de 7-8 ans, j'ai compris, en fait. Alors j'ai pas compris tout, évidemment, avec la maturité politique ou l'analyse que j'ai aujourd'hui, mais j'ai compris que ça n'allait pas, que c'était pas normal. J'ai compris que les adultes qu'il y avait autour de moi n'étaient pas des adultes, mais que c'était des adolescents qui n'avaient pas eu de limite sur leur toute-puissance, la toute-puissance de l'enfant, du petit garçon qui casse, qui joue, qui crie, qui est fort, qui veut s'imposer aux autres, etc., qui est normal, qui se produit normalement à un moment donné dans la croissance d'un jeune enfant, et qui ensuite se produit chez l'adolescent, qui chasse en meute, joue au plus fort, etc., etc. Donc ça, c'est privilégié par la société et la culture dans laquelle on est, évidemment. Mais voilà, quand il n'y a pas de limite, ça donne ça. Ça donne des gens qui bossent pour ce genre de structure, qui vont faire le coup de poing ou faire de la logistique pour les coups en Afrique. Et ces milieux-là sont vraiment caractéristiques de tout ça. Donc voilà, je pars de là. Voilà. Du coup, pour survivre intellectuellement et surtout émotionnellement dans un environnement comme ça, moi j'ai trouvé qu'une seule façon de faire, c'est la parole. La parole, l'analyse, la compréhension des enjeux, essayer de se dire mais qu'est-ce que c'est que tout ça, comment ça fonctionne, comment survivre dans cet environnement-là. Et j'ai pas été très bon, puisque j'en ai pris plein la gueule, évidemment. Mais en tout cas, je pense que verbaliser déjà les choses, observer, verbaliser, ça m'a permis d'éviter les coups physiques. Ce qui n'était pas toujours le cas dans mon entourage. C'est-à-dire que le fait que je verbalise, ça permettait de mettre une certaine distance. Bon, et puis, j'avais pas le droit de parler si j'avais pas des choses intelligentes à dire. À partir du moment où j'ai eu la parole, enfin, j'ai été équipé avec la possibilité de parler. Dans cet environnement familial, je ne pouvais prendre la parole que si j'avais quelque chose de pertinent et d'intelligent à dire. Sinon, voilà. Donc du coup, ça a été mon instrument à moi toute ma vie, d'analyser, d'essayer de comprendre et de mettre les choses en perspective, de faire sens. Voilà, parce que sinon, il y avait de quoi devenir dingue, quoi. Ou alors, il fallait totalement tout ignorer et faire comme si on voyait rien, on sentait rien, etc. Ce qui n'était pas mon cas. Ouais. Donc voilà, du coup, je pars de ça, de cet environnement-là. Je rentre vivre en France à l'âge de 17 ans, fracassé par tout ça, évidemment, parce que dans un état à la fois avec une sorte de conscience de la violence et de l'absurdité de ce modèle. Mais en parallèle, je rentre en France et je constate que le modèle social et économique de la France, il est basé sur cette exploitation-là. C'est-à-dire qu'il est basé sur l'exploitation des ressources, il est basé sur l'exploitation des faibles, il est basé sur un système pyramidal et corrompu, parce que quand je dis ça, on pourrait toujours me dire ah, mais tu vois tout en noir, t'es conspi, t'es machin. Non, en fait, c'est une réalité objective. C'est-à-dire que quand j'étais en Afrique, les avocats parisiens très connus qui disaient qu'un jour ils révéleraient tout et puis qui l'ont jamais fait, ils passaient. Et entre la poire et le sel à table, on disait ah bah tiens, il y a machin en ce moment qui fait la tournée des popotes parce qu'il va y avoir les élections en France. Et il faisait la tournée des popotes, pas seulement pour un parti. Il le faisait pour tous les partis. Donc il allait voir Bongo, etc. à l'époque. Mais pas que. Il faisait le tour de toutes les dictatures qu'on avait mis en place en Afrique.
et pour récupérer du pognon, pour financer de la campagne, mais de tout le monde, enfin de presque tout le monde. Donc toutes les couleurs politiques en mangeaient, et donc la France-Afrique, c'est au cœur du système. Et la France-Afrique, c'est de la mafia, c'est de la corruption, c'est pas de la démocratie ouverte, etc. Donc, voilà, moi j'arrive en France, je réalise que ma mère patrie, qu'on m'a raconté toute ma vie, bleu, blanc, rouge, jusqu'au fond du slip, oui, mais c'est merveilleux, la France, tatata, j'arrive en France et puis je vois une société qui, en fait, est totalement déconnectée de la réalité du monde. Mais totalement. Les gens pensent que la politique, c'est noble et que quand ils ont la parole, s'ils peuvent s'exprimer et dire n'importe quoi, ça veut dire qu'ils sont dans une démocratie, mais c'est pas comme ça qu'on définit une démocratie. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le définis. Moi, je définis en fait une société qui est saine et démocratique sur l'intégration, la compréhension des enjeux du monde, l'intégration, la compréhension et la mise en œuvre de ce qu'elle a compris de la réalité du monde, c'est-à-dire d'où viennent les ressources, les matières premières, l'énergie, etc. Et je réalise que les gens n'en ont rien à faire. Voilà. Et là, c'est le début de la dépression, quoi. C'est la deuxième couche de la dépression. Après la violence familiale, africaine, le déracinement d'arriver en France, etc. J'arrive et je vois que, en fait, cette société, mais c'est une société qui est complètement dingue, en fait. Qui se croit, qui a un melon incroyable, qui se croit le pays des droits de l'homme, etc. Mais en fait, qui n'a aucune compréhension, aucune connaissance, aucune compréhension de ce qu'elle a fait à l'Afrique. Je parle spécifiquement de la France, de ce qu'elle continue à faire à l'Afrique, et d'une manière plus générale, qui ne comprend pas que elle s'est mise dans une situation où l'ensemble de ses ressources, de ses matières premières, de son énergie, de son modèle économique, ne tient pas. Il suffit de couper le robinet du pétrole, il suffit de... et tout s'arrête, en fait. Et voilà, c'est pareil, je fais des études d'archi, puis au bout de quelques années, je me rends compte qu'en fait, ce qu'on nous demande de faire, c'est du béton, du verre et de l'acier. Je me dis, mais... moi, je comprends pas, en fait. Et puis, je comprends pas ce milieu professionnel où on est plutôt dans l'esthétique, on est plutôt dans la geste de l'artiste, plus que dans la compréhension des enjeux sociaux, économiques et la réponse aux besoins des populations. Je me souviens d'avoir interrompu mes profs en cours d'histoire de l'architecture en disant, bon, c'est bien beau de nous parler du palais machin ou du truc, mais les gens, ils vivaient comment? Voilà. Et pourquoi vous nous parlez toujours des Grecs, des Romains, des civilisations méditerranéennes et jamais, je sais pas, des Mayas, des Aztèques, des Chinois, voilà. Et je comprenais pas, en fait. Moi, j'étais venu faire ces études-là parce que je pensais que ça permettait d'avoir une vision globale des enjeux et pour proposer des solutions locales qui fonctionnent. Voilà. Bref. Donc, finalement, petit à petit, je me suis détaché de ça et je suis allé faire d'autres choses dans ma vie. Voilà. Donc, ça, c'est les racines de la façon dont je vois le monde, j'analyse d'où je parle, en fait. Voilà, je parle de là. C'est notre rapport à la réalité en tant qu'occidentaux. Nous vivons dans un monde créé de toutes pièces par des cerveaux pas très très sains, un manque total d'humilité, complexe de supériorité qui nous a conduit depuis des siècles à mettre en place des systèmes de domination sur des peuples dont la culture et les valeurs sont d'une richesse infinie, culture et valeurs réduites à néant par nous, génocide culturel, crime contre l'humanité à l'égard des populations indigènes d'Amérique, colonialisme, impérialisme en Afrique, tout plein de termes en isme qui nous font nous sentir plus grands et plus forts. J'en ai d'autres, hein. Rationalisme, catholicisme, économicisme, technologisation. Ah non, ça marche pas ça. Mais vous avez compris l'idée ? Alors, on n'est pas dans le réel sur la réalité du monde, pas seulement l'Afrique, ce que la relation France-africaine. On n'est pas dans la réalité du monde en général. C'est-à-dire que on comprend pas qu'il y a d'autres cultures, il y a d'autres civilisations, il y a d'autres façons de concevoir le monde que la nôtre. Et nous, on se croit universel.
déjà. D'ailleurs, on voit aujourd'hui avec les BRICS ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en fait, tout ça, ça nous pendait au nez. Hein. Je veux dire, pour moi, moi, depuis que je vis en France, c'est ce que je dénonce. Je veux dire, j'ai fait des cours à Subdeco, enfin, en école d'archi autour de ces questions-là. Et en fait, chaque année, il fallait recommencer, même il y a même pas 10 ans, expliquer encore d'où viennent les ressources, les matières premières, c'est quoi les différences culturelles. Je donnais des cours de géopolitique il y a quelques années. Et en fait, mon objectif dans ces cours-là, c'était de montrer aux étudiants français que j'avais des étudiants qui venaient du monde entier. Et je disais, au lieu de juger ce que la Chine fait en Chine, je disais, il y a des étudiants chinois, ils vont nous expliquer pourquoi ils pensent que le Tibet devrait être chinois. Je dis pas qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort. Je dis, mais on va les laisser nous expliquer. On va laisser nous expliquer les Russes, on va laisser nous expliquer les Africains, on va laisser ces gens-là, dans le concert des discussions, nous expliquer leur point de vue, non pas pour dire c'est de la merde, mais pour dire d'où ils parlent eux. Voilà, donc j'arrive en France, etc., etc., etc. Et j'arrive en France, et les gens, ils tournent un bouton, ils ont de la lumière, ils ouvrent un robinet, ils ont de l'eau potable, ils ouvrent un autre robinet, ils ont de l'eau chaude, potable, ils appuient sur un autre bouton, leur merde s'en va dans les chiottes, mais ils ne savent pas où elles vont. Voilà. Et ils ont un confort technique, technologique, dont ils n'ont rien à faire de savoir d'où ça vient, comment ça marche, qu'est-ce que deviennent les déchets, etc., etc. Donc ça, c'est la première étape du confort technique, et ça fait que les gens, du coup, puisqu'ils sont déconnectés de ça, alors à leur décharge, on leur dit aussi qu'ils n'ont pas à s'intéresser à ça. L'univers des experts à la télévision et dans les médias, c'est de dire non mais vous inquiétez pas, vous occupez pas de ça, nous on s'en occupe. Voilà. Parce que si on cherche à comprendre ça, une fois qu'on a compris comment fonctionne le monde, on n'est plus réceptif au discours politique et à la consommation. On arrête en fait, on se dit tiens, on se met à réfléchir à chaque fois qu'on mange, qu'on achète, qu'on lit, qu'on entend des politiques expliquer des choses ou des machins, on arrête en fait, on est beaucoup plus critique. Or, une société de consommation, une société qui est basée sur le pouvoir politique et la consommation et le modèle économique, c'est vendre des produits fabriqués à vil prix, donc fabriquer de l'image, etc. Pour que les gens achètent, pour que les gens consomment, il faut surtout pas qu'ils réfléchissent. Donc je dis ça à la décharge des gens. Les gens ne sont pas devenus cons. On les a formatés pour se préoccuper de savoir c'était quoi le dernier machin qu'il fallait acheter, plutôt que de se dire ah tiens mais il vient d'où ce machin et comment il a été fait. Donc le regard sur le confort technique et technologique, il a été formaté aussi. Enfin, il a été encouragé. C'est-à-dire, ce sont nos instincts les plus, j'ai envie de dire les plus basiques qui sont systématiquement valorisés dans ce modèle-là parce que c'est eux qui permettent d'enclencher le désir et la dépense et l'achat compulsif, etc., etc. Donc forcément, on a le résultat. Aujourd'hui, on voit le résultat. C'est-à-dire que, enfin, on a le résultat. Donc pour revenir à ce que tu disais, pour moi, je vois ça et je me dis mais merde, la technologie, c'est absolument génial. En fait, quand on voit, enfin, j'ai ce smartphone-là qui me relie au monde, qui me donne accès à une culture, à tous les podcasts, à de la vidéo, à de l'audio, à de la musique. C'est absolument génial. La technologie, c'est génial. Il y a un truc qui peut suivre mes pulsations cardiaques, qui peut me dire quel est mon taux d'oxygène, est-ce que machin, etc. Je veux dire, moi, je ne suis pas anti-technologie. J'ai plutôt tendance à penser que je viendrai sur le transhumanisme derrière, mais j'ai plutôt tendance à penser que ces ressources, ces technologies sont tellement précieuses, elles apportent tellement à l'humanité. Vous imaginez un scanner, le petit appareil qui vous surveille quand vous êtes aux urgences et qui suit que vous êtes en bonne santé, etc. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, qui va pouvoir savoir si la petite fibrillation cardiaque qu'il y a eu à tel moment pendant que vous étiez sur la table d'opération, elle va peut-être provoquer un machin. Tout ça, c'est génial. Donc, pour moi, c'est pas la technique et la technologie qui pose problème. C'est ce qu'on en fait. Est-ce que c'est un business d'utiliser, de vendre de la technologie? Est-ce que c'est que un business? Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une civilisation qui se construit autour de ça? Pour l'instant, il n'y a pas de civilisation qui se construit autour de ça. Il n'y a que de la consommation.
Il n'y a que du business. Je pense que c'est là où tous les débats qu'il y a autour du transhumanisme, je suis un petit peu ça, parce que je ne suis pas du tout un fan d'Elon Musk, mais je trouve que la façon dont on lui tape dessus, chez les écolos, gauchos, bobos, dont je fais partie, m'exaspère en fait. Parce que, effectivement, c'est un libéral. Alors déjà, quand on parle de libéral aux États-Unis, en Amérique, il faut déjà savoir ce que ça veut dire de vivre aux États-Unis. C'est pour comprendre la culture américaine, qui n'est pas du tout la même que la nôtre, puisqu'effectivement, là-bas, la sécurité sociale, ça n'existe pas. Enfin, c'est très limité, etc. Donc, je veux dire, la pensée du libéral américain et de l'entrepreneur américain, même si Elon Musk ne se cache jamais il a réussi son modèle parce qu'il a eu des aides de l'État, il a eu des financements de l'État, il n'a jamais dit le contraire. Mais bref, là je m'éloigne. Ce que j'essaie de dire, c'est que moi j'aime bien la façon dont parfois Elon Musk arrive et puis il sort un truc, il dit par exemple, on est déjà des hommes augmentés puisqu'on a déjà tous un smartphone sur nous. Il dit la seule différence entre son truc, la Neuralink, où il fait le lien entre l'appareil et le cerveau, il dit aujourd'hui, on est un homme augmenté, mais ça va pas vite parce qu'on est obligé de taper avec nos doigts. C'est tout. Mais sinon, l'appareil, il est déjà là, on est déjà connecté au monde, il nous surveille, il nous machine. Encore une fois, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette technologie-là ? Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a ? Pour moi, elle est là, la vraie question. Et souvent, quand on est anti ou fan, quand on est anti-machin ou fan de machin, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais je dis, qu'est-ce que ça nous dit, en fait ? De quoi ça nous parle ? Pourquoi être anti-technologie alors que c'est un peu comme les anti-vax, c'est-à-dire, pas les anti-vax, mais c'est un peu tout le débat qu'il y a aujourd'hui autour du Covid. On se saisit, il y a tout un pan de la société qui se saisit de la vaccination, l'expérimentation, etc., en disant on est tous des cobayes, et qui du coup, on parle d'anti-vax, mais en fait, la vraie question de tout ça, c'est quoi ? C'est à quoi ça sert un vaccin ? Pourquoi on l'utilise ? Au bénéfice de qui ? Et puis ensuite, tout ce qu'on a, comment on en est arrivé à utiliser ce vaccin ? Mais pas est-ce qu'on est pour, on est contre, Big Pharma, machin, etc. À chaque fois, en fait, je trouve ces débats-là noient en fait les vrais enjeux. Les vrais enjeux, c'est moi, ma vie, elle a été sauvée. J'ai eu la chance, moi, quand je suis né en Afrique, d'avoir été vacciné. Si j'avais pas été vacciné, j'aurais peut-être fait partie des 50-60% de nouveau-nés qui naissent en Afrique qui meurent parce que je suis né en Afrique. Voilà, qui passent pas les premiers mois, quoi. Donc je veux dire, je sais pas, je dis un chiffre au hasard, mais je sais pas quel est le vrai chiffre quand on n'est pas vacciné, quel est le taux de survie, mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai pas envie de revenir au Moyen-Âge, j'ai pas envie de revenir ne serait-ce qu'au 18e ou au 19e siècle, où en fait Sully qui tape avec un bâton sur son pupitre et puis qui se blesse au pied et qui meurt d'une infection généralisée parce qu'il y a pas de médicaments, il y a pas donc je veux dire il faut toujours prendre de la distance par rapport à tous ces débats dans lesquels on se vautre en disant mais moi je suis pour, mais moi je suis contre, je suis machin. Je reviens vite fait sur la notion d'antivax. À mon sens, c'est un propos galvaudé, en fait. Les gens qui se sont posés des questions sur la vaccination Covid sont loin d'être tous des antivax. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens vaccinés, victimes d'effets secondaires, qui ont un discours critique sur ce vaccin et qui sont qualifiés d'antivax, ce qui n'a aucun sens. C'est un mot valise comme complotiste, conspirationniste, anti-science, bref. Pour en revenir à la technologie, mais oui, bien sûr, ça peut être merveilleux, la science peut faire des miracles. Regardez Oppenheimer, qui travaille sur la fission de l'uranium et du plutonium, donnant naissance à la première bombe atomique, n'est-ce pas merveilleux ? Non, évidemment, je plaisante parce que, bien sûr que la technologie, ça peut être très beau, ça peut être super. C'est juste que notre technologie est en avance sur notre sagesse. Exactement. Mais c'est là le problème. C'est ça le problème. Effectivement, c'est la question de la sagesse. C'est que on n'a pas encore... Enfin, pour moi, l'humanité, elle vient juste de dépasser le stade primaire où elle a des fonctionnements basés sur les pulsions, etc.
Et elle n'est pas encore rentrée dans la post-adolescence. Elle est encore dans l'adolescence où je suis gouverné par mes pulsions, etc. Donc voilà, on a accès à des jouets. Bah, j'ai pris conscience de ça quand j'ai commencé à formuler les choses en lisant des bouquins, parce que le premier bouquin qui m'avait frappé sur ça, c'était La vitesse de libération de Virilio. En fait, on joue avec, on a de plus en plus de puissance, on a de plus en plus d'outils, on a de plus en plus de technologies, et on se pose jamais la question de l'accident. Parce qu'on est pris dans la toute-puissance, voilà. Et du coup, voilà. Et le bouquin de Virilio, c'était ça, c'était l'accident, en fait. Il met l'accident dans le schéma. Il dit, qu'est-ce qui se passe quand il y a un accident, quoi. C'est de la prospective, hein. C'est de la gestion de risque, de dire, ok, on fait tout ça, mais l'accident, c'est quoi? On fait des chaînes de valeur mondiales où on importe tout et puis on produit plus rien. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un accident sur la chaîne de production? Eh bien, la technologie, le transhumanisme, ça va être la même chose. Je reviens à Elon Musk. Parce que y a que lui. Moi, j'avais ces préoccupations-là depuis mon adolescence, de me dire, mais en fait, on est rien dans l'espace intersidéral. On est une espèce. Voilà. On a conscience que de ça, on le sait, et on continue à se comporter comme des chimpanzés un peu améliorés. Voilà. Et Elon Musk, ça m'a fait plaisir de l'entendre dire, et encore une fois, je ne suis pas fan de lui, mais voilà, ça m'a fait plaisir de l'entendre dire, mais en fait, régulièrement, il arrive un caillou, un gros caillou, régulièrement dans l'histoire de la planète, il arrive un gros caillou qui remet les compteurs à zéro. Régulièrement, il y a des orages électromagnétiques envoyés par le Soleil qui remettent un peu les compteurs à zéro, etc., etc. Donc des éruptions solaires, Donc, moi, je suis là, je me dis, c'est quoi cette humanité qui est en train qui va, par rapport à spécifiquement le transhumanisme, c'est quoi cette humanité qui tout d'un coup va s'interconnecter avec le monde entier, le réseau, s'augmenter, faire tout un tas de choses. C'est une fuite en avant, en fait. C'est pas de la maturité, c'est une fuite en avant. Parce que l'accident, il n'est pas géré. Je veux dire, si on a un orage électromagnétique comme celui suite à une éruption solaire comme celui qui s'est produit, je crois, à la fin du 19e siècle, je crois que c'était 1800, c'est au moment où on mettait en place le télégraphe entre les États-Unis et l'Europe. Si il se produit un orage électromagnétique de cette puissance-là, avec des puces dans nos cerveaux, je donne pas cher de la survie de l'humanité, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, voilà, on fait jamais le bénéfice-risque, à quoi ça sert, pourquoi faire, etc., etc. Mais voilà, pour moi, c'est ça l'important, c'est la maturité, la maturité, l'analyse, la compréhension des enjeux, et on va brancher des puces, faire tout un tas de choses, faire du Neuralink qui permettra aussi bien de redonner la marche à des gens qui l'ont perdu, etc., que de se blinder dans des métaverses pour acheter du Coca-Cola virtuel et des trucs, et jouir virtuellement, peut-être aussi. Mais on n'est même pas capable de s'occuper des gamins qui crèvent de faim toutes les 3 minutes dans le monde, quoi. Et ça c'est le signe de notre immaturité. Est-ce que le capitalisme, au point où il en est rendu aujourd'hui, n'est pas le symbole de cette immaturité? C'est un système institutionnel qui favorise la compétition, l'individualisme. Vous connaissez Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme, oui, dans le contexte capitaliste. Mais une autre organisation sociétale pourrait peut-être favoriser des valeurs comme l'entraide, le partage, l'égalité ou l'aspiration à la sagesse. Je pense que l'homme reste un loup pour l'homme aujourd'hui. Je suis convaincu que c'est parce que on s'est fait bananer, je crois, au XVIIe siècle, au XVIe siècle, on s'est fait bananer. Alors, je suis pas du tout un érudit, hein, mais bon, je lis de temps en temps quelques bouquins et j'essaie de développer, d'enrichir ma pensée, mes préoccupations de quelques bouquins. Et je pense que il y a, je crois que c'est
c'est dans la fin de la méga machine. Je ne sais plus si c'est dans la fin de la méga machine ou une brève histoire de l'extinction des espèces, mais ça, c'est pas grave. Où en fait, on voit que le modèle capitaliste se met en place avec le mercantilisme, c'est-à-dire, j'ai un peu étudié l'économie, le mercantilisme et la conquête de la planète, en fait, par non pas des explorateurs, mais des hommes d'affaires qui se sont fortement endettés et qui vont chercher des ressources à piller à l'extérieur pour pouvoir les ramener et se faire donc tout ça avec des banques, etc., etc. Donc le modèle capitaliste, il se met en place là, à cette époque-là. Avec le protestantisme en plus, la culture protestante qui vient et qui est on est sur Terre pour en chier. Dieu nous a donné la supériorité sur la planète, on est sur Terre pour en chier. Notre objectif, Dieu, il attend qu'on fasse fructifier tout ça. Donc il y a cette approche culturelle, en fait, qui prend possession du monde, qui va à la conquête du monde, et qui va imposer cette fuite en avant avec toujours plus de rentabilité. Il faut pas qu'un modèle économique soit stable, équilibré, il faut qu'il soit croissant en permanence. Il faut toujours croître. Si vous gagnez, ça se retrouve dans l'économie, mais ça se retrouve aussi partout. C'est-à-dire que on ne se contente pas d'avoir cette version du téléphone. On veut la version suivante. On veut la version avec encore plus de trucs. Toujours plus. Donc, on s'arrête jamais, en fait. Et on s'arrêtera. Je pense que l'humanité elle-même, à moins d'accidents, de gros cailloux, d'orages électromagnétiques, de séismes, de supervolcans, je ne sais pas ce que ça pourrait être, l'humanité s'arrêtera jamais d'elle-même. Donc, soit elle se met à maturer vraiment, c'est-à-dire elle rentre dans un âge de raison qui en est encore très loin, soit elle va se prendre des cailloux, des trucs dans la gueule et elle va se casser la gueule. Ce sera peut-être un virus, tout simplement, un autre virus, pas sorti d'un laboratoire cette fois-ci, mais un vrai. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça change ? Qu'est-ce qui pourrait nous faire passer du stade d'ado mal dégrossi à jeune adulte prometteur ? Moi, je vois qu'une seule solution, qu'une seule approche qui, à l'heure actuelle, en l'état actuel de ce dont on dispose sur la planète. Peut-être que si on était envahi tout d'un coup par une race supérieure d'extraterrestres, peut-être que là on se dirait ah mais tiens, faudrait peut-être qu'on raisonne comme une humanité et pas juste, et que du coup on se dise en fait on n'est pas grand chose, donc on va tous se serrer les coudes et on va tous travailler ensemble, parce que sinon on survivra pas. D'ailleurs on sait très bien que l'humain est un coopératif et pas un dominant, mais bon, ça c'est une autre histoire, on va pas rentrer dans le détail. Donc pour moi, en l'état actuel, vu qu'on les a pas encore, ils sont pas encore là, les extraterrestres, enfin je crois pas, j'en sais pas, peut-être. Pour moi, la seule chose qui pourrait nous faire mûrir et grandir, c'est la rencontre avec les autres cultures. C'est-à-dire arrêter de regarder les Chinois. Alors les capitalistes regardent les Chinois comme des petites mains. Très produits, comme des fourmis, vous savez, il y a une petite image de fourmis. Ah, c'est des petites fourmis, tout ça. C'est pour ça qu'on les a. Quand j'étais à Subdeco, dans les écoles de commerce, je voyais les mecs qui disaient ouais, mais on va leur faire ça, on va tout mettre là-bas, on va gagner un pognon de dingue, et puis on va tout rapatrier, et puis voilà. Et moi, je me disais, mais à un moment donné, eux, à chaque fois, ils demandent un transfert de technologie. Donc un jour, ils seront au même niveau, et puis pourquoi pas. Quand on joue au plus fort, un jour ou l'autre, on tombe toujours sur plus fort que nous. C'est la vie. Donc, jouer au plus fort, ça marche pas. Mais bon. Donc, on voit les Chinois comme ceci, on voit les Africains comme cela, on voit les Sud-Américains comme ceci, etc., etc. À un moment donné, il faut arrêter ça. Il faut dire, mais on se met autour d'une table, nos enfants se rencontrent, avec des cultures différentes, ils échangent, ils apprennent à connaître, ils apprennent à comprendre le monde vu par d'autres cultures. Moi, pour l'instant, je vois que ça qui peut nous sauver de l'absurdité et qui nous faire mûrir. Je vois pas d'autre chose. On parlait de sagesse tout à l'heure. C'est un peu ma marotte dans ce podcast. Je dis à qui veut l'entendre que de mon point de vue, ce qui sauvera le monde, c'est le connais-toi toi-même, la conscientisation de qui nous sommes vraiment. Ça demande du travail sur tous les plans, physique, psychique, spirituel.
Mais à mon avis, oui, si on fait la démarche d'aller rencontrer l'autre, ce qui est une bonne chose, hein, sans s'être rencontré soi-même, on peut, à mon avis, risquer de se confronter à nouveau à notre immaturité. Je vais te raconter une anecdote que j'ai vécue en Afrique. J'ai jamais été un... Moi, j'ai toujours été un loser, en fait. Toute ma vie, je suis un loser. Selon les définitions du capital, du capitaliste ou du mal dominant, etc. Moi, je suis vraiment le loser, mais sur toute la ligne. Hein. On pensait que j'étais homosexuel, ensuite on m'a traité comme... Bref. Donc j'ai toujours été considéré comme le loser. Non pas que les homosexuels soient des losers, moi, pas à mes yeux, mais dans bon. Une seule fois dans ma vie, j'ai voulu utiliser, j'avais 14 ans, 15 ans je crois, j'ai voulu utiliser mon privilège d'enfant de blanc dominant, en plus de la classe sociale dominante sur place, pas parce qu'il y a des petits blancs qui ne sont pas des blancs dominants, bref. J'ai dit à un gars, c'était au Cameroun, et j'ai dit à un gars, tu sais qui je suis? Parce que je voulais quelque chose que lui ne voulait pas me donner. Il me dit, tu sais qui je suis? Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, mais je sais très bien qui tu es. Tu es le fils de machin. Mais tu me parles pas comme ça. Voilà. C'est-à-dire que j'ai eu affaire à un adulte qui a parlé à un gamin de 14-15 ans, qui se prenait pour... Ça m'est arrivé une fois dans ma vie, ça. C'est la seule fois où ça m'a mis une grosse claque. Et je pense que se confronter aux autres cultures, aux autres... même si on n'est pas prêt, ça nous aide à grandir. Voilà. Donc, effectivement, le travail sur soi, l'introspection, l'humilité intégrée, évidemment, je veux dire, la méditation, c'est très compliqué et douloureux, en fait, quand on médite. Ça fait mal, on est traversé par des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir ou d'entendre. Donc, travailler sur soi, effectivement, c'est hyper important. Mais se confronter à d'autres cultures, confronter dans le bon sens du terme, c'est-à-dire J'ai une autre anecdote qui est rigolote. C'est le Nouvel An, on est à Abidjan, je peux pas aller à une soirée avec mes parents parce que voilà. Il y a du champagne au frais. Minuit, vous imaginez un peu le truc, le décalage, le truc. Minuit, je sors la bouteille de champagne, je descends dans le jardin, voir le gardien, parce qu'on a des gardiens, des cuisiniers, des machins, tout ça, et je lui propose de boire le champagne avec moi. Puisqu'on est tous les deux, on est que tous les deux dans la maison et tout ça. Le mec, il me regarde comme ça, et puis il dit rien. Et là, je réalise qu'il est musulman. Voilà. Et que lui, pour fêter son truc, il avait enterré en bas de l'arbre des noix de cola, donc il va les chercher, il me les propose. Voilà. C'est-à-dire que c'est bien de se confronter à d'autres cultures. À la limite, je dirais, je rêverais qu'on ne fasse pas de l'Erasmus, mais que, par exemple, tous les étudiants, tous les jeunes de France, à un moment donné ou à un autre, passent 1 an ou 2 en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, mais pas dans la capitale de Hong Kong, pour vivre comme un Hongkongais, donc quasiment comme un New-Yorkais. Non, qu'il aille à vivre d'autres cultures, d'autres rencontres, qui se décentrent en fait, et qui réalisent que le monde n'est pas du tout vu de la même façon ailleurs, quoi. Et moi, pour moi, il n'y a que ça aujourd'hui qui peut nous aider à grandir, vraiment, c'est-à-dire à passer à un autre stade. Je ne vois pas d'autre chose, en fait, parce que aujourd'hui, je regarde autour de moi, je suis heurté en permanence, alors ça c'est un travail perso sur lequel je dois travailler, mais je suis heurté en permanence dans le monde dans lequel on vit, mais partout, tout le temps, je n'arrive pas à m'extraire en fait, du monde dans lequel je vis. Et je vois que plus ça va, plus on accélère vers la surconsommation, la destruction, l'exploitation, etc. C'est pas parce qu'on est quelques blancs ou quelques... Alors je vais pas dire qu'on est que des blancs, mais c'est pas parce que nous faisons partie d'un milieu culturel qui prend conscience dans une certaine mesure, hein, parce que
je pourrais aussi m'étaler un peu plus sur le sujet, mais qui commencent à prendre conscience qu'il y a un problème et qu'on va, on court à la catastrophe, c'est déjà enclenché, mais on va à la catastrophe, que le reste de la société, lui, est sur ce chemin-là. Pas du tout. La société française, la société occidentale, elle n'est pas du tout... Enfin, l'Europe, elle n'est pas... Ni l'Europe ni la France ne sont sur des trajectoires réellement différentes. La majorité de nos concitoyens et concitoyennes, si on prend que la France, que ce soit parce qu'ils n'ont pas atteint, ils n'ont pas accès aux fondamentaux, il y a quand même plus de 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Je dis pas que les pauvres sont pas capables de penser écologie ou transhumanisme, etc. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais globalement, la majorité de la population, elle est plutôt en train, soit elle est en difficulté et elle essaye de survivre, soit elle n'a pas de difficulté pour survivre et elle en a rien à carrer, quoi. Donc, on n'est pas nombreux, en fait, ça veut pas dire qu'on n'est pas de plus en plus nombreux, mais on n'est pas nombreux, en fait. On représente quelques pourcents de la population à se poser des questions de fond sur l'avenir et à vouloir autre chose, et à vouloir un autre modèle social, un autre modèle économique. On n'est pas nombreux, c'est vrai. À partir de quel pourcentage de population consciente on peut envisager un changement de paradigme civilisationnel ? J'ai cru lire ou entendre 10%. Mais alors là, non, j'ai vraiment pas les sources. Je devrais peut-être aller faire un tour sur Google, mais non, voilà, je soumets ça. Si vous avez la réponse, mettez-la dans les commentaires. Hein. Et vraisemblablement, de toute façon, on n'y est pas aux 10%. J'ai posé la question à Stéphane, savoir comment lui, il voit l'évolution de nos sociétés occidentales pour les 20 prochaines années. En tant qu'enseignant, puisque pendant ces 10 derniers... Là, je suis en arrêt en ce moment parce que je me suis épuisé professionnellement. Mais jusqu'à il y a quelques mois, je m'occupais d'accompagner la transition écologique, etc. Et puis en parallèle, je donnais des cours dans différentes institutions, justement sur ça. Pas sur ça au sens de définir l'avenir, mais en fait, c'était des cours sur les conséquences sociales, économiques et environnementales de notre mode de vie, de production et de consommation, avec l'idée de mettre tout ça en perspective pour dessiner un autre avenir, en fait. C'est-à-dire reprendre le contrôle en décidant de faire des choses autrement. Donc d'outiller un peu mes étudiants autour de ces approches-là, avec des solutions après concrètes. Et moi, je pense qu'on cramera le dernier mètre cube de gaz, on brûlera le dernier litre de pétrole, on coupera le dernier arbre. Pour moi, j'en suis convaincu. Parce qu'effectivement, c'est une machine qui est tellement... C'est comme un énorme paquebot, un énorme pétrolier qui avance, quoi. Il lui faut un temps de changement qui est tellement important que je pense que en tout cas, la solution ne viendra pas de nous, parce que je pense on n'est pas encore en capacité de changer le braquet et de dire bon, allez, on arrête. Donc, à court terme, enfin à moyen terme, donc peut-être 2030, etc. Moi, je suis les rapports du GIEC, je les lis chaque année, je mettais mes cours chaque année à jour. Et l'avant-dernier rapport, quand l'avant-dernier rapport est sorti, j'ai lu le rapport et il m'est tombé des mains, vraiment. Il m'est tombé des mains et je me suis mis à pleurer, etc. Et quand j'ai voulu mettre à jour mon cours, j'ai pas pu. Et le lendemain, j'avais un cours avec les étudiants et je me suis mis à pleurer devant les étudiants en disant mais moi là, je peux plus, en fait, parce que ça fait 15 ans que je lis les rapports scientifiques, ça fait 15 ans que je vois l'effondrement, pas seulement de la question du climat, mais l'effondrement, etc. Et à chaque fois, c'est les pires scénarios du rapport précédent qui deviennent les scénarios standards, quoi. Donc je me dis, et ça fait 20 ans que je dis ah attendez, non mais là il faut qu'on arrête, etc. Et qu'on me dit mais tu connais rien, t'es pas un expert, etc., etc. Donc bref,
Donc, j'ai fait un burn-out environnemental à un moment donné en disant mais je peux plus en fait. Donc je suis pas très optimiste. Ouais, je pense que en l'état actuel de la situation et du cours des choses, je vois pas autre chose qu'un effondrement qui est déjà en commencé, parce que l'effondrement il a commencé il y a 20 ans, hein, il n'a pas commencé il y a... Moi j'étais en thèse avec l'EM Lyon et l'école des mines de Saint-Étienne sur un truc l'économie, gestion, enfin industrie, etc. Et j'ai démissionné en disant mais en fait ça fait 40 ans qu'on sait qu'on va dans le mur, ça fait 30 ans qu'on a les réponses de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire et comment on pourrait faire autrement, et on continue à faire de la recherche alors qu'en fait on sait ce qu'il faut faire. Donc on n'a pas envie de changer. La société n'a pas envie de changer. Et la société n'a pas envie de changer parce qu'il n'y a plus de société. C'est-à-dire que pour que les gens se saisissent, pour que les Français, par exemple, si demain on veut vraiment que les Français se saisissent du problème et s'engagent en de vraies propositions, il faudrait refaire société d'abord. Il n'y a plus de projet commun. Aujourd'hui, le capitalisme a gagné, c'est-à-dire que nous sommes tous des unités individuelles. On n'est plus une société, on est une collation d'individualité. Il faut... Non, je vais citer des références, mais ça sert à rien. En fait, le capitalisme a gagné dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il a effacé le projet collectif, et le macronisme, c'est l'aboutissement de ce truc-là. C'est que chaque individu devient son auto-entrepreneur dans la vie, et la société n'existe plus. C'est une succession un agrégat d'individualité. Voilà la société telle qu'elle est aujourd'hui. Donc il n'y a plus de société, il n'y a plus de projet commun. Il n'y a plus de projet collectif. Il n'y a plus d'idée de se dire mais où on veut être en 2030, où on veut être en 2050, où on veut être. On prétend l'être. Mais en réalité, quand on observe quand on observe les politiques, quand on observe les gens qui sont militants, il n'y en a pas beaucoup des gens qui sont militants, c'est pas vrai en fait. Dans les partis politiques, moi j'étais proche d'un mouvement, j'étais pas dedans, mais j'étais proche d'un mouvement. J'ai bien vu que sur une ville comme Lyon, un mouvement qui fait 30% des suffrages ou 40% des suffrages, il est porté sur Lyon, il est porté par 100 personnes, quoi. 150 personnes à tout casser, quoi. De vrais militants de terrain, je parle. Pas de... Et c'est comme ça partout, en fait. C'est-à-dire que quand on va pour voter aux élections, on met un bulletin par rapport à une image, à une personnalité ou un groupe. Mais les gens qui représentent réellement sur le terrain le nombre de personnes qui ont fait le boulot, ils sont très peu nombreux. Donc, c'est la délégation qui fait ça. Donc, on n'a plus de projet collectif réel, en fait. On a des aspirations, on a des désirs, on y croit en tant qu'individu, parce qu'on a besoin d'y croire, parce que sinon on devient fou, quoi, dans ce monde-là. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de projet collectif. Les partis entre eux ne se parlent pas. Les acteurs entre eux ne se parlent pas. Je vais prendre un exemple très simple. Depuis que je vis en France, donc j'arrive en 89, il y a à la télévision, il y a Jean-Marie Le Pen, le RPR, et puis il y a Tapi aussi, et tout ça. Et j'écoute les débats, et je me dis, je vois Le Pen je vois Tapi qui traite Le Pen de connard. Je crois que c'était connard sur le plateau. Et je vois ça, je dis, donc le mec, il vient de traiter de connard 3 millions de personnes, quoi. Et c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir, en fait. Ça marchera pas. Je crois pas à cette façon de voir le monde. C'est-à-dire, je suis pas d'accord avec les gens du Rassemblement national sur beaucoup de choses. Mais si je ne commence pas d'abord par comprendre d'où ils parlent, pourquoi la personne qui vote RN, qu'est-ce qui lui arrive dans sa vie, c'est quoi son truc. Et c'est pas par condescendance, c'est pour comprendre. Bien sûr que dans les gens au RN, il y a des vrais fachos, des vrais fascistes, des vrais pro-nazis, des vrais... Ok, il y en a. Mais la majorité des gens, c'est pas ça. Ça veut pas dire... c'est Ruffin qui parle des fâchés pas fachos. Je veux dire,
je pense qu'il y a un vrai... on ne pourra pas proposer un projet collectif, reconstruire une société, si la première chose qu'on fait, c'est dire, ah non, toi, on ne te parle pas parce que tu es comme ça, toi, on ne te parle pas parce que tu as telle étiquette, toi, on ne te parle pas parce que tu es machin, toi, tu fais pas partie du débat. Moi, je me souviens quand j'organisais des manifs sur Lyon en co-organisation, mais même des fois quand j'en ai organisé tout seul, moi, je vais pas demander un certificat de bonne pensance à quelqu'un qui vient dans ma manif. Pourquoi faire? Enfin, mais c'est quoi cette histoire, quoi? Bien sûr que les dernières manifs que j'ai faites, il y avait les anti-vax, etc., qui voulaient venir et qui voulaient parler. Et j'étais pas à l'aise avec ça. Mais je veux dire, si la première chose que je fais, c'est considérer que celui qui n'est pas d'accord avec moi, c'est un neuneu, eh ben, bonjour pour reconstruire un projet collectif. Et donc, bonjour pour arriver ensuite à faire, du coup, à construire quelque chose ensemble, quoi. Parce que nos gamins... le gamin du mec qui est au RN ou le gamin du mec qui est ou de la nana qui est à la FI, il a le même problème. Hein. C'est 2030, c'est mort, quoi. C'est mort. Donc, je suis pas. Pour revenir à la question de la prospective, je pense que ça va pas aller en s'arrangeant. D'autant plus que maintenant, on avait été prévenu. On a eu un melon comme ça, donc les BRICS sont en train de se monter. C'est la majorité du pétrole, ok. Alors nous, on dit on veut plus de pétrole, mais bon. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, ça a été enclenché il y a 20 ans ou 30 ans. C'est pas... Donc, ce qu'on va vivre demain, ça a été enclenché il y a 20 ans ou 30 ans, moins un an, quoi. Donc, je veux dire, pour l'instant, c'est la merde, quoi. Ça va être la merde, encore plus la merde, de plus en plus chaud, de plus en plus de problèmes d'eau, d'approvisionnement, enfin, de plus en plus chaud. De plus en plus d'événements climatiques forts. Donc, des fortes pluies, des fortes tempêtes, des fortes sécheresses, des fortes chaleurs, des vagues de froid, des machins, etc. etc. Bref, moi, ce que j'expliquais à mes étudiants, c'était que c'est pas quand on parle de réchauffement climatique, il faut parler d'une augmentation de l'instabilité du système et une augmentation de l'amplitude des événements, quels qu'ils soient. Donc, c'est ça qu'on observe et ça va pas aller en s'arrangeant. Donc, j'ai envie de dire, pour l'instant, on va vers une amplification du phénomène, une amplification des migrations, une amplification, parce qu'on sait très bien qu'il y a des zones qui deviennent inhabitables sur la Terre. Non seulement avant, il y avait les problèmes politiques, la France-Afrique, etc., etc., si on parle des immigrés africains, mais voilà, et pas d'avenir dans le pays, etc., etc., je me barre, quoi. Je traverse l'Afrique et je viens en Europe parce que j'ai pas d'avenir. Et là, c'est plus seulement une question politique, économique. C'est une question de survie, quoi. Donc, je vois pas comment les choses peuvent s'arranger comme ça, d'un coup de baguette magique. Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir une très forte dépopulation. Je pense qu'on va vivre des catastrophes de plus en plus importantes, des vagues de chaleur et des vagues de maladies, etc., qui vont être de plus en plus importantes et qu'on ne va pas être capable de gérer ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des pandémies, encore une fois, des catastrophes qui vont provoquer de plus en plus de ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, d'énergie, d'alimentation, etc., etc. Et que du coup, il y a des gens qui vont connaître la famine, peut-être même aussi chez nous, parce qu'il y a déjà des gens qui souffrent de la faim chez nous, mais je veux dire, il suffit de regarder l'augmentation du prix des matières premières au cours des 30 dernières années. Et en particulier, c'est pareil, ça c'était dans ces choses que j'essaie de faire passer dans mes cours, c'était l'entrée de la Chine dans l'OMC, c'est quoi? L'entrée de la Chine dans l'OMC, début des années 2000, c'est une tension généralisée sur tous les produits et les matières premières. Et l'énergie, et les matières premières. Pourquoi? Parce que quand la classe moyenne chinoise consomme comme un Européen, c'est tout d'un coup, c'est 300 millions de personnes qui consomment comme un Européen. Donc, l'accès aux ressources, aux matières premières, c'est-à-dire l'équivalent de la totalité de la population européenne. Hein. Je donne des gros chiffres en gros, hein, je veux dire, mais... Donc, s'imaginer qu'on va pouvoir continuer, que l'Inde, la Chine vont continuer à croître, donc à consommer encore plus de ressources, de matières premières, d'énergie, sans que ça nous impacte, nous, les Européens, faut pas avoir deux doigts de compréhension, de prospective pour se dire que ça va pouvoir continuer. C'est n'importe quoi. Que les prix vont continuer à baisser, etc. Peuvent pouvoir baisser, c'est pas possible, en fait.
C'est-à-dire qu'effectivement, en ce moment, il y a des entreprises qui se gavent sur les marges, mais bon, ça, c'est marginal. Structurellement, la tendance de fond, c'est qu'il y a un marché mondial de l'énergie, des matières premières, de la bouffe, et que nous, on est vraiment très fort en France. C'est-à-dire que on est persuadé que, comme on a des idées, on va s'en sortir, mais la majorité de nos produits de consommation courante, légumes, viande, céréales, etc., dépend de quoi? De l'importation et ou du pétrole. C'est-à-dire, notre modèle agricole, une fois que les 6 semaines de réserve stratégique de pétrole sont finies dans nos réserves, c'est terminé. Il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de transport, il n'y a plus de transformation, il n'y a plus rien. Donc, je pense qu'on va vers ce genre de crise, mais de manière vraiment plus importante, quoi. C'est-à-dire que faut pas rêver. Les gens vont avoir faim, quoi. Les gens vont avoir plus de boulot. Les gens, qui? Je sais pas. Moi, je sais pas qui. Je peux pas dire ça va être telle et telle partie de la population, mais voilà. Je vois pas d'autres scénarios possibles en l'état actuel de notre modèle de pensée, en tout cas, hein, et d'agir. C'est-à-dire de dire, en fait, on va changer le modèle, vraiment. Notre modèle agricole ne tient pas. C'est quand même un truc de fou, quoi. De se dire que presque, je crois, c'est 60-70% des produits frais sont importés aujourd'hui, quoi. Ou en tout cas dépendent de chaînes de valeur mondiales, ou en tout cas extra-régionales à part la France, quoi. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire, peut-être qu'il faudrait qu'on change le braquet, parce que là, on va tous y passer, quoi. Ok, le pire n'est jamais certain, le meilleur non plus. On était sur une prospective à 20 ans, alors peut-être que dans 70 ans, on aura dépassé tout ça. La fin de notre crise d'ado est peut-être pour 2096, qui sait. Stéphane n'a pas échappé à la question rituelle de ce podcast, vous vous en doutez. Comment ça se passe donc à la fin du XXIe siècle? Qu'avons-nous accompli? Sommes-nous encore là? Pour moi, il y a vraiment 2 options. Il y a la première option, parce que pour moi, la catastrophe, entre guillemets, l'effondrement, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, il sera achevé. C'est-à-dire que la civilisation telle que nous, on la connaît, la société telle que nous, on la connaît, elle aura disparu. Pour moi, ça, c'est par rapport à ce que je viens de dire, c'est la tendance, hein. Donc pour moi, il y a deux options. Soit c'est le Far West, c'est-à-dire la survie, la débrouille. Je vois très bien. Il y avait un film qui était vachement bien en termes par rapport à ça, qui montrait très. L'option 1, c'est ce film-là, c'est. J'ai oublié le nom. Le gars, il est ouvrier, il se fait irradier, et il veut aller sur une. Il y a une station en orbite où en fait les riches sont réfugiés, ils vivent en orbite. Non, c'est pas Oblivion. Non, c'est avec Matt Damon. Avec Matt Damon, ouais, voilà. Donc pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que en fait, la fange, le bas peuple continue à être oppressé par des robots qui les fait travailler de force et et tout ça c'est géré pour le bénéfice de quelques happy few qui vivent en orbite autour de la planète ou sur des îles, enfin, je sais pas, enfin voilà, bref, dans des ballons dirigeables, j'en sais rien, enfin voilà, qui sont ailleurs. J'ai plus tendance à penser que c'est ça qui la tendance, c'est-à-dire qu'une fois que tout s'est effondré, les gens survivent et ceux qui survivent, ils bossent pour ceux qui ont le pouvoir, quoi. Donc après l'effondrement, c'est des siècles de misère comme ça et de survie tant bien que mal, en espérant que les autres cultures dont je parlais tout à l'heure, elles seront proposées d'autres modèles avant. Voilà. Parce qu'on dit que les Chinois, la Chine c'est une dictature, mais si c'était aussi simple, les Chinois seraient pas à fond derrière leur gouvernement. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on se décentre nous aussi. Les autres cultures ont autre chose à nous proposer. Il y a bien d'autres modèles possibles. L'Afrique aussi. Moi je pense que l'avenir de l'humanité est en Afrique. J'en suis intimement convaincu.
pas parce que pas par angélisme, hein, mais parce que les cultures que j'ai rencontrées en Afrique étaient vachement résilientes, vachement. Même si c'était la merde, même si, je veux dire, quand on voit ce qui se passe encore au Congo 20 ans après, on peut pas être optimiste, mais en même temps, il y a une espèce il y a des choses dans les cultures africaines qui sont extrêmement résilientes et qui sont extrêmement belles en termes d'acceptation de ce que c'est que la vie. Et nous, on s'agite, les Occidentaux, on s'agite parce qu'on n'accepte pas la vie, en fait. Donc on court dans tous les sens, on se remplit avec plein de merde, mais en fait, parce qu'on cherche à... Donc, oui, voilà, on a la mort, mais voilà. Et, voilà, je pense dans les cultures africaines, il y a quelque chose de très fort. Dans celles que j'ai connues, hein, je ne les connais pas toutes, évidemment, je veux dire, donc c'est un peu généraliste ce que je dis, je veux pas... Mais voilà, je pense que, pour moi, l'avenir de l'humanité est peut-être en Afrique, en tout cas, parce qu'il y a quelque chose là-bas. Donc tu parlais de deux voies, il y a la voie... Voilà, donc il y a la première voie qui est cette voie de Far West généralisée, quoi. Où il y a la voie de la sagesse. C'est-à-dire la voie qui dit... moi, je crois pas à la sagesse au sens... la sagesse au sens... ça y est, on est tous zen... et tout est beau et tout est parfaitement propre et puis on est tous habillés en sari et on mange tous vegan et l'eau et l'air est pur et on purifie la planète. Non, je crois pas à cette forme-là de sagesse. Je pense plus à une forme de pragmatisme sage qui consiste à dire, et c'est ma voix à moi en tout cas, c'est que chacun doit trouver sa place dans une société où il est respecté en tant qu'individu. Et donc ça veut dire probablement, parce que pour moi il va y avoir des populations entre-temps, ça veut dire qu'il y a une vraie réflexion sur c'est quoi le sens de la vie, qu'est-ce qu'on fait de nos vies, comment on fait collectif, comment on fait société, en respectant les cultures et les histoires les individus, mais toujours dans une logique de dire on peut pas se permettre de gâcher la vie avec n'importe quoi. C'est-à-dire, ça veut pas dire ne pas être oisif, etc. Mais ça veut dire à un moment donné que on a une humanité qui a suffisamment pris de recul sur elle-même pour se dire, mais en fait, nous sommes à la fois des chimpanzés avec des besoins primaires et des instincts primaires, et en même temps, l'objectif de l'humanité, c'est de dépasser ce stade-là, et c'est de rentrer dans une nouvelle humanité, moi j'appelle ça l'humanité 3.0, où on dit, bah hop, on n'est plus seulement... voilà, on sait qu'on est des animaux gouvernés par nos hormones et nos instincts, ok, très bien. Mais on fait le choix, sciemment, de dépasser ça. Non pas de le transcender, mais de le dépasser. C'est-à-dire, on ne va pas s'en débarrasser. Mais je ne crois pas, si on utilise les technologies, l'homme augmenté, etc., sans avoir cette maturité-là, on va se casser la gueule, tout va se casser la gueule, enfin les choses vont se casser la gueule de la même façon. Au lieu de se casser la gueule sur Terre, on se cassera la gueule sur Terre, sur la Lune et sur Mars, mais on se cassera quand même la gueule. C'est-à-dire qu'on finira par... Admettons, comme Musk disait, il pourrait y avoir une nouvelle civilisation humaine sur Mars, mais si on n'est pas mature, on finira par se foutre sur la gueule avec les gens qui iront sur Mars. Donc on n'aura rien gagné, en fait, dans l'histoire. Donc, voilà, mais je vois pas d'alternative à ça, parce que c'était, je crois que c'est Damasio qui proposait aussi un modèle un peu alternatif qui était intéressant, je trouve. C'est-à-dire de dire, en fait, il y a des archipels de vie. Non, mais parce que, mais moi je suis pas un fan de Damasio. Hein, mais en fait, c'est vrai que c'est une possibilité. C'est-à-dire que en gros, c'est le Far West. Et puis au milieu, là, il y a quelques petites poches, quelques archipels. Résistants, anarcho-résistants,
plus proches de la vie, etc., qui eux arrivent à... Mais pour moi, c'est pas l'humanité, ça. C'est une partie de l'humanité. Eh bien merci à Stéphane pour cet échange instructif et passionnant. C'était le dernier épisode de notre série des plébéiens. La suite pour Calreco, c'est des interviews avec Alban Cacoulia de la chaîne Lueur, Olivier Chambon, spécialiste des antéogènes psychiatre, et puis Stéphane Schillinger, également spécialiste des psychédéliques. Et puis il y aura 1 ou 2 épisodes sur mon échappée belle au Pérou et mon expérience avec la médecine traditionnelle amazonienne et l'ayahuasca. Une série donc de, 6-7 épisodes consacrés à la conscience et aux antéogènes. Donc ça, c'est pour dans 15 jours à peu près. Voilà, pas sûr que dans la saison 3, nous poursuivions avec les plébéiens, même si c'était super. Vraiment, c'est super intéressant de rencontrer tout le monde. Mais il semble que les interviews de personnalités, de spécialistes, en fait, soient plus suivies par le public de Calreco. Et même si on n'a pas le nez toujours fourré dans les stats, on se dit que c'est quand même mieux si plus de monde nous écoute. Donc voilà, on va réfléchir et je suis pas sûr qu'on poursuive avec les plébéiens parce que ça demande aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. On verra. On n'y est pas encore. Plein de belles choses nous attendent. Et donc, en attendant, justement, n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon parce que ça nous aide beaucoup. On y diffuse aussi du contenu inédit. Et bien sûr, ce qui nous aide, ce sont aussi vos partages, vos commentaires, vos likes sur YouTube, TikTok, Insta, où vous pouvez nous rejoindre. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, respire, reste conscient et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.